Charles Prats, bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Charles Prats, je tenais absolument à venir vous rencontrer aujourd'hui à la soirée de l'UNI, dont vous êtes également un Vice-président. vice-président. Ma première question, Charles Prats, pourquoi rejoindre cette nouvelle alliance des droites? Vous qui êtes un homme de l'UDI à la base. Non, à la base, j'ai toujours été un membre de l'UNI. Ma famille politique, c'est l'UNI. D'ailleurs, j'en suis vice-président. J'en suis membre depuis 1988. Les partis politiques n'étant que des instruments en tant que tels. Mais moi, ma famille politique, c'est l'UNI, c'est le gaullisme historique, en héritage des années 68 et d'un certain sens de l'action civique, et donc dans les universités, puis après dans le monde économique, dans le monde politique. L'UNI a toujours été pour l'union des droites. Vous savez, il y avait cette vieille affiche de l'UNI dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. C'était l'UNI, toute la droite, rien que la droite. Et donc là, en réalité, aujourd'hui, on y arrive. Et c'est assez logique de se retrouver dans une démarche unitaire à droite, de coalition des droites, d'union des droites, pour sauver la France, parce que le problème, c'est que la France est dans une situation catastrophique, notamment financière, mais peut-être qu'on y reviendra dans la suite de l'entretien. Et donc là, il est temps de véritablement se retrousser les manches pour sauver le pays, parce que le pays est en face de défis majeurs. Et il s'enfonce, il continue de s'enfoncer depuis 2012. Voilà, et notamment à cause du président Emmanuel Macron, qui, on l'oublie, est effectivement président de la République depuis 2017, mais depuis 2012 était secrétaire général adjoint de l'Élysée, de François Hollande, en charge des affaires économiques, et puis ensuite a été ministre de l'économie. Donc voilà, donc en réalité, Emmanuel Macron est aux manettes au plus haut niveau depuis 2012. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'assez logique en réalité. Mais vous me dites ça, mais est-ce que le RN, aujourd'hui, le Rassemblement national, est un parti de droite? Écoutez, je sais bien que le positionnement du RN, je crois que c'est ni droite ni gauche. Enfin, moi, je ne suis pas membre du Rassemblement national, donc je peux pas vous définir la ligne politique du Rassemblement national. Moi, ce que je constate, c'est que Jordan Bardella a fait une proposition d'union nationale, en réalité, pour redresser le pays, dans laquelle moi je me retrouve. Parce que Jordan Bardella se retrouve sur mes propositions en matière de lutte contre la fraude, de finances publiques. Marine Le Pen se retrouve sur mes propositions en matière de lutte contre la fraude et de finances publiques. Tout comme Valérie Pécresse, dont j'étais un des porte-parole en 2022, se retrouvait sur mes positions en matière de lutte contre la fraude et de finances publiques. Tout comme Éric Zemmour, qui est un ami, et Sarah Knafo se retrouvait sur mes positions en matière de lutte contre la fraude et de finances publiques, tout comme d'ailleurs Gabriel Attal, qui m'avait demandé de venir le voir pour discuter de son plan de lutte contre la fraude, pourrait se retrouver sur mes positions en matière de lutte contre la fraude et de finances publiques. Donc moi je suis très ouvert là-dessus, vous savez, j'ai pas d'exclusive, parce que la situation du pays est ce qu'elle est, et qu'il faut que tout le monde puisse se retrousser les manches pour pouvoir redresser la France, voilà. C'est tout. Donc, en réalité, de savoir si c'est à droite, pas à droite, etc., ça n'a pas véritablement d'importance. Ce qui compte, c'est de travailler pour le bien des Français, pour le bien du pays, pour le bien de l'État, pour sauver la nation France. Et c'est vrai que c'est quand même plutôt à droite que ça se passe. Mais c'est quand même une situation unique. Il y a 10 ans, effectivement, on parlait d'il y a 10 ans. Est-ce que vous seriez vu faire une liste commune avec le Rassemblement national? Alors, c'est pas une liste commune, là, c'est une investiture. C'est-à-dire que le Rassemblement national me soutient. Vous savez, j'ai les poils blancs à la barbe, c'est ce que je dis souvent. Moi, je fais de la politique depuis 1982-1983. Ça fait un peu plus de 40 ans. Déjà à l'époque, moi, je connaissais les gens du Front National. À l'époque, c'était pas le Rassemblement national. Il y a eu beaucoup de diabolisation, beaucoup de choses qui ont pu être dites. On était dans un espèce de grand théâtre, un grand théâtre d'ombre, avec le piège tendu par François Mitterrand à partir de 1984. Et donc là, en réalité, il a fallu 40 ans pour sortir du piège. C'est-à-dire que 2024, ça y est, le brouillard de guerre politique se dissipe et on sort enfin du piège tendu par François Mitterrand à l'époque. J'aurais tendance à dire, mais enfin, quoi, enfin. Donc voilà, non, il n'y a pas de... Il y a 10 ans, on était encore dans le brouillard de guerre. Là, ils sont en train de vouloir nous refaire le même coup. Ah, oh mon Dieu, le fascisme. Je ne suis pas certain que le danger, vous voyez, et j'en suis même persuadé, le danger, il n'est pas du côté de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen. Regardez l'Italie de Giorgia Meloni. Est-ce que les Italiens sont au goulag ou dans des camps de concentration? Évidemment pas, c'est un pays de liberté, l'Italie. Le Venezuela de Hugo Chavez, je suis pas certain. Mais justement, vous qui avez été magistrat, vous connaissez très bien aussi ce qui se figure dans l'État.
je vais prendre l'exemple de Bercy. Ce n'est pas parce que demain on a un nouveau ministre de l'économie que quelque chose va changer. Il y a quand même une stagnation qui pourrait se faire, ou des blocages du moins. Alors, c'est pas une stagnation, mais vous avez, alors d'aucuns appellent ça l'état profond. Moi, j'ai tendance à appeler ça tout simplement l'état, l'administration, hein, la technostructure. Évidemment, ça va être compliqué de bouger les choses. Et vous savez, la France, c'est un gros paquebot. J'ai coutume de dire que la France, elle date pas de 1789, hein, elle date de 496. Et puis après, la structure de la France telle qu'on la connaît, c'est un héritage direct de l'Ancien Régime et surtout de Richelieu. Et puis après, tout ça perfectionné par Napoléon Bonaparte, hein, par Napoléon Ier, puis par Napoléon III en réalité. Et donc avec un pays très administré, avec une technostructure très forte, qui a créé la France et qui la maintient, qui a permis au pays de traverser toutes les crises de régime, les guerres, etc. Et donc, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le fait que la France soit un pays très administré, avec notamment les corps techniques, hein, tout le monde se dit, bah tiens, c'est normal, on a l'électricité, de l'eau, les égouts, tout à l'égout, là, tout fonctionne bien, c'est correct, il y a des routes, etc. Oui, mais en fait, tout ça, c'est pas sorti de l'opération du Saint-Esprit, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on doit à nos polytechniciens, à nos centraliens, un peu à nos énarques aussi, hein, inspection des finances, la Cour des comptes, Conseil d'État, etc. Alors, c'est un pays qui fonctionne bien quand même, hein, la France, mais du coup c'est un très gros paquebot. C'est-à-dire que vous manœuvrez pas, hop, un petit coup de barre à droite ou à gauche, et puis ça bouge tout de suite. Non, non, non. C'est quelque chose qui prend du temps à bouger, à manœuvrer. Et donc, forcément, ça, il faut l'avoir en tête. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. On peut faire beaucoup de choses. Il faut en avoir la volonté. Et vous parliez de Bercy. Il faut savoir que Bercy ne se donne qu'à un ministre qui a du poids politique. C'est pour ça que quand c'était Valéry Giscard d'Estaing qui était le ministre des Finances, je peux vous dire qu'il avait un vrai impact sur le ministère des Finances, parce que c'était VGE, qui était lui-même inspecteur des finances, polytechnicien et énarque. Donc, les gars étaient au garde à vous devant Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'il y avait le poids politique, patron des Républicains indépendants, etc., mais aussi le poids intellectuel. C'est-à-dire que le type, il volait très haut quand même. Hein. Voilà. Quand vous vous retrouvez avec éventuellement Dominique Strauss-Kahn, qui était à Bercy, il avait aussi un peu de poids. Alors lui, intellectuellement, je pense qu'il voulait quand même moins haut que Giscard, mais il y avait le côté professeur des universités, etc., un peu brillant et qui avait une belle aura. Et donc, le politique acceptait de se donner, enfin le technicien, pardon, acceptait de se donner au ministre. Quand vous avez un ministre à Bercy qui n'a pas de poids politique, qui est un petit peu transparent, je pensais à Olivier Dussopt dernièrement, ministre du budget, bon, plus transparent qu'Olivier Dussopt, je crois que bon, type certainement charmant au demeurant, hein, mais on voyait bien quand il était au banc à l'Assemblée nationale qu'il avait un peu de mal à s'exprimer, c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Donc là, ça peut pas marcher. Enfin, ça gère les affaires courantes, mais ça ne peut pas aller de l'avant véritablement, et c'est compliqué de donner une impulsion. Et donc là, en cas de victoire de Jordan Bardella, Jordan Bardella à Matignon, dans l'hypothèse où Emmanuel Macron reste à l'Élysée, ça va être compliqué à Bercy, parce qu'il y aura ce côté un peu cohabitation, etc. Dans l'hypothèse où Emmanuel Macron se démet parce qu'il aura perdu les élections législatives, et donc Marine Le Pen accède à l'Élysée, là la donne sera un peu différente, mais il n'empêche que la technostructure, notamment des ministères économiques et financiers, n'acceptera de se donner, passez-moi l'image, hein, mais voilà, c'est un peu ça quand même, qu'à un ministre ou une ministre qui aura du poids politique et du poids intellectuel. Voilà. Et là, ça pourra bien fonctionner. Si votre ministre n'est pas quelqu'un qui a ce poids-là, forcément, les hauts fonctionnaires vont un peu regimber, et ça va pas être aussi simple que ça. Bon, après, et puis il y a une question de durée, vous savez, de longueur de la durée. Quelqu'un comme Bruno Le Maire, qu'au demeurant, moi j'apprécie, à titre personnel, il est beaucoup décrié en ce moment parce que voilà, il est dans une situation qui est pas facile, hein, il faut le reconnaître. Après, il a fait des choix où on lui a imposé des choix qui sont ce qu'ils sont, et c'est à lui de les assumer politiquement. Mais le garçon est intellectuellement brillant, et il est resté 7 ans, avec peut-être un petit manque de poids politique, parce que contrairement à d'autres, finalement Bruno Le Maire ne pouvait compter que sur son intellect et sur la durée dans le poste, mais peut-être pas suffisamment sur le fait d'être un patron de parti ou d'avoir une grosse influence sur un groupe parlementaire, etc. Et c'est peut-être ce qui lui aura manqué sur toutes ces années pour pouvoir imposer ses vues dans les arbitrages,
parce que je ne doute pas que, comme tout ministre des Finances qui a les informations sur la situation, je suis persuadé qu'il a essayé de faire des choses correctes, hein, et donc de maîtriser les déficits, la dette, etc. Mais qu'à un moment donné, on lui imposait des choix plus hauts et qu'il n'avait pas le poids politique pour s'y opposer. Voilà. Bon, après, c'est là aussi le jeu institutionnel. Donc voilà, c'est vrai que il faut avoir conscience que le ministère des Finances, c'est un ministère central, parce que c'est celui qui commande tout pour tous les autres. Et là, on est au mois de juin. Traditionnellement, juin-juillet, vous avez ce qu'on appelle les conférences budgétaires, les lettres de cadrage qui sont envoyées aux différents ministres. Et donc, ça se négocie là en ce moment. Et donc là, Emmanuel Macron a choisi de dissoudre à ce moment-là. Et donc, d'ailleurs, il provoque une certaine désorganisation dans la construction de la loi de finances pour 2025. Qui va entraîner d'ailleurs, on pourra en parler après, un certain nombre de conséquences pour la nouvelle législature et le nouveau gouvernement à partir du mois de juillet, de la mi-juillet, parce que les délais vont être très contraints et ça va avoir des conséquences non négligeables sur la suite des événements et sur l'automne, les débats des textes financiers, loi de finances, loi de financement de la sécurité sociale et loi de finances rectificative. Je pense que les gens de Bercy vont avoir un été et un automne pas facile, quoi. Alors justement, la finance, on va y revenir, puisque vous avez notamment écrit un ouvrage sur lequel on reviendra un peu plus tard, deux, mais un en particulier sur lequel j'aimerais revenir, qui est extrêmement lié à ce que vous venez de dire. Mais lorsque vous me parlez d'énarques et d'amitié, je pense tout de suite à Sarah Knafo et Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? C'est quand même l'homme qui a lutté pour l'union des droites et qui, in fine, en est écarté. Écoutez, je sais pas, faut poser la question à Éric. Je connaissais Sarah avant de connaître Éric, hein, puisque alors, c'est pas Sarah qui me présente Éric, mais parce qu'on avait d'autres relations en commun, etc. Mais Sarah est une fille brillante, hein, et je l'ai toujours dit et je vais maintenir. Hein, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis candidat soutenu par le RN, par les LR d'Éric Ciotti, etc. Sarah était une étudiante, parce qu'elle n'est plus étudiante, était une étudiante brillante. Je l'ai toujours su. Elle a brillamment réussi à l'ENA. Elle est sortie à la Cour des comptes dans la botte. C'était une magistrate, puisqu'elle est en disponibilité maintenant, puisqu'elle est députée européenne, mais c'était une magistrate très prometteuse, d'ailleurs en charge du contrôle des ministères régaliens de l'Élysée, etc. Et je persiste à dire que c'est une femme jeune encore et qui a beaucoup d'avenir, soit au sein des institutions publiques, hein, au sein de l'État, à la Cour des comptes, etc., soit dans la politique. Éric est un garçon brillant, une très belle plume, un esprit acéré. Voilà. Après, la manière dont les choses ont été menées, dites. Moi, je suis pas dans les relations, dans le secret des dieux. Comment est-ce que les choses se disaient entre Éric Zemmour, Marine Le Pen, Marion Maréchal, etc. Je suis pas là-dedans. Hein. Dire, c'est des gens qu'à titre personnel j'apprécie. Voilà. On a pu avoir des discussions fort sympathiques avec, sympas, etc. Mais d'abord, je n'étais pas dans les mêmes formations politiques, donc je connais pas leur fonctionnement interne. Et puis après, je sais pas ce qui a pu se passer. C'est vrai que quand on voit ça un peu d'extérieur, on a l'impression que c'est un peu dommage tout ça. Mais vous savez, en politique, tout comme on n'est jamais mort avant d'être enterré et encore, en la matière, vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Et inimitié du jour n'est pas forcément celle de la semaine prochaine. Voilà. Donc malgré tout, je pense que tout le monde peut se retrouver autour de grands points de convergence. Et tout comme moi, dans ce que je défends, je sais que les gens du Rassemblement national se retrouvent, que les gens des LR se retrouvent, que les gens de l'UDI, du centre droit, se retrouvent dans ce que je défends. Que les gens de Reconquête, évidemment, se retrouvent dans ce que je défends, que des gens de gauche se retrouvent dans ce que je défends. Voilà, vous savez, quand je parle de lutter contre la fraude fiscale, par exemple sur la TVA, la grande fraude fiscale, je sais que jusqu'au Parti communiste, on m'approuve, et vous pouvez même aller sur les réseaux sociaux, sur les archives internet, etc. Vous trouverez même des vidéos de Jean-Luc Mélenchon qui m'applaudit. Je suis dans l'hémicycle du Conseil économique et social, j'explique les choses sur la grande fraude fiscale, et vous avez Mélenchon qui est là en train de m'applaudir. Voilà. Donc, et moi, ça ne me pose aucun problème. À partir du moment où j'explique les choses et que les décideurs politiques disent bah oui, il a raison, ça me va très bien. Alors, justement, j'y arrive. Vous dites du moment où il m'approuve, c'est très bien, et les décideurs politiques approuvent, c'est très bien. Vous allez devenir potentiellement un décideur politique si vous gagnez vos élections. Eh ben, je veux m'approuver moi-même.
Et comment Je on vais fait? m'approuver Et une moi-même. fois qu'on est approuvé, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, ça dépend où vous êtes. Si vous êtes parlementaire, vous pouvez faire vous pouvez faire évoluer le droit positif, c'est-à-dire voter des lois. Vous pouvez faire de l'action de contrôle du gouvernement, des commissions d'enquête, etc. Mais vous n'êtes pas les mains dans le cambouis, vous n'êtes pas aux commandes. Vous êtes aux commandes quand vous êtes ministre ou secrétaire d'État, donc vous êtes au niveau de l'exécutif, ou alors que vous êtes sur des fonctions de aux fonctionnaires, de directeur d'une agence quelconque, d'un service, etc. C'est là où vous pouvez bouger. Mais vous bougez dans le cadre de la loi qui vous est donnée justement par les parlementaires. Donc ça, ce sera aux Français de me dire le 8 juillet s'ils veulent m'envoyer au Parlement pour que je fasse évoluer les choses au niveau parlementaire, à la fois dans l'évolution du droit positif, donc création de la loi, hein, et dans le contrôle de l'action gouvernementale, commission d'enquête, etc. Et après, selon qui est à l'exécutif, est-ce qu'ils veulent me demander de venir prendre un rôle plus actif dans le cadre d'une mission très particulière sur les thèmes que je défends, hein, fraude fiscale, fraude sociale, etc., pour essayer de trouver des marges de manœuvre budgétaires. Là, dans ce cas-là, ça c'est pas à moi de le décider. Ça dépend pas de moi, ce genre de choses. Mais bon, voilà. Après, c'est aux gens de savoir s'ils veulent me demander un certain nombre de choses ou pas. Je peux expliquer les choses. Je peux aussi les mettre en œuvre. Vous savez, moi, j'ai travaillé pour combien de ministres du budget? J'ai travaillé pour Éric Woerth. J'ai travaillé pour François Baroin. Évidemment pour Valérie Pécresse, et au tout début pour Jérôme Cahuzac, mais je suis parti au bout de 2 mois. J'avais vite senti le truc, puis je l'avais pratiqué quand il était président de la commission des finances, donc je sentais que ça allait pas bien se passer. Et voilà, en gros, j'ai fait 3 ministres du budget sur mes thématiques, de lutte contre la fraude. Donc voilà, je sais à peu près ce qu'il faut faire en la matière. J'ai 2-3 petites idées bien tranchées pour pouvoir être efficace. Et puis vous savez, dans ce genre de truc, faut arrêter de se prendre la tête à dire on va faire des évaluations par ceci. Non, à un moment donné, on s'engage et on voit, il faut y aller, quoi. J'aurais presque tendance à dire qu'on s'en fout que ce soit 15, 20, 30, 40 ou 50 ou 100 milliards. On y va, on récupère le max qu'on peut récupérer, et puis après on voit, quoi. Mais ce qui est pris n'est plus à prendre. Je vous propose de se projeter un peu. Charles Prats est député. Charles Prats est au Parlement. Laquelle des PPL ont choisi? Fraude d'abord sociale ou d'abord fraude fiscale? Qu'est-ce qu'on combat en premier, selon vous? Ce qui serait d'ailleurs même plus simple à combattre. Alors, je vais vous dire, on est au mois de juillet, session extraordinaire, enfin installation, puis après il y a les vacances, puis on reprend en septembre. Arrivent très vite les textes financiers, puisqu'en fait, vous êtes tenu par l'agenda parlementaire, mais par contre, vous avez la loi de finances initiale qui arrive en octobre. Et la loi de financement de la sécurité sociale novembre, derrière. Donc, la première mesure que vous pouvez faire passer, d'ailleurs, c'est pas une PPL, c'est plutôt des amendements en la matière, la première que vous faites passer, c'est la loi de finances initiale. Donc, on est sur le fiscal et l'AME. Donc, 2 mesures par amendement sur la loi de finances initiale ou la loi de finances rectificative, selon comment on peut caler les choses sur le meilleur des 2 véhicules législatifs. C'est la suppression de l'aide médicale de l'État, c'est-à-dire la couverture pour les sans-papiers gratos, les médocs et les soins gratuits pour les sans-papiers, et la transformation en aide médicale d'urgence, c'est-à-dire simplement les soins urgents. Et on arrête avec la gabegie de l'AME. Et ça, c'est pas dans la loi de financement de la sécurité sociale, c'est dans la loi de finances, parce qu'en réalité, c'est la mission 182 santé, donc dans le projet de loi de finances, et donc ça dépend du budget de l'État. Donc là, voilà, on règle la question de l'AME sans avoir peur de tous les cris d'orfraie, des gens qui vont vous dire ah mon Dieu, il y aura des épidémies dans Paris, etc. On se rappelle bien qu'avant 97 et la création de l'AME, il y avait des lépreux partout en Paris, vous savez, avec les crécelles, puis les masques, etc. Non mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, si vous me passez l'expression. Donc, première chose, l'AME qui saute, ça nous fera 500 millions ou 1 milliard d'économies. C'est pas le truc le plus monstrueux, mais c'est pas inintéressant. Et puis c'est symbolique, parce que c'est d'abord un problème de justice sociale par rapport aux travailleurs modestes, les gars qui sont au SMIC ou au demi-SMIC, qui eux payent des cotises pour avoir la même chose, alors que les autres ils sont illégaux en France, ils ont rien à y faire, et en plus ils ont tout gratos. Et maintenant, ils auront même des avocats gratuits, suite à cette superbe décision du Conseil constitutionnel. Et l'autre mesure qui dépend de la loi de finances, c'est très technique, c'est que je rétablis, je supprime ce qu'on appelle l'autoliquidation de l'importation à la TVA. C'est-à-dire que sous Macron, avant, quand vous importiez des biens, une entreprise importait des biens, pour récupérer la marchandise, je passe sur des régimes d'exception qui arrivaient, mais sinon vous devez payer les droits de douane et la TVA pour pouvoir récupérer votre marchandise. Vous avez ce qu'on appelle le dédouanement, on paye les droits de douane, ça rentre en Europe, on paye les droits de douane, et après la mise en libre pratique mise à la consommation, on paye la TVA dans le pays où ça doit être consommé. Et donc là,
Avant, pour faire de la fraude, il fallait aller dans un autre pays, faire ce qu'on appelle un régime 42, pour dédouaner dans un pays, puisque les droits de douane sont très faibles, et après, ne pas payer la TVA, et donc avec des systèmes de détournement de trafic, bon, je vous passe les détails, mais ça complexifie un peu le travail des fraudeurs. Et depuis quelques années, hein, c'était même avant la présidentielle de 2022, sous Macron, ils ont décidé de passer à ce qu'on appelle l'auto-liquidation de la TVA, c'est-à-dire que les opérateurs déclarent eux-mêmes leur TVA à la fin du mois, donc ils payent plus la TVA pour récupérer la marchandise. Et donc, évidemment, que font les fraudeurs? Ils ont même plus besoin de s'emmerder à aller en Belgique ou aux Pays-Bas pour faire rentrer la marchandise de fraude pour après la revendre au marché noir, faire de la contrebande. Ils la dédouanent au Havre, à Marseille, donc ça rentre, ils payent les très peu de droits de douane qu'il y a, mais ils payent pas les 20% de TVA, mais la marchandise se balade tranquillement. Et après, ça part dans la nature, et les boîtes qui sont souvent ce qu'on appelle des boîtes éphémères, des sociétés éphémères, qui sont constituées uniquement pour ça, au bout de 5-6 mois, elles tirent le rideau, elles n'existent plus, les gars se sont barrés, c'est des gérants de paille ou des faux noms, et ils n'ont pas déclaré leur TVA tous les mois, ce qu'on appelle les CA3, les chefs d'entreprise sauront de quoi je parle, et donc c'est la porte ouverte en réalité à la fraude à la TVA, et depuis cette décision qui a été prise sous Macron, donc avec un transfert technique de la douane à la DGFiP de la compétence de recouvrement de la TVA à l'importation, ben les fraudeurs, ils sablent le champagne tous les jours. Et il va nous arriver quoi d'ici 2 ans, 2-3 ans? C'est que la Cour des comptes européenne va venir voir la France en faisant un contrôle et on se dit, dites donc les gars, qu'est-ce que vous faites sur la TVA? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait des contrôles? Ah ben non, elle n'a pas contrôlé. Vous avez perdu combien de milliards? Tant de milliards? Ben vous avez une amende équivalente. C'est ce qui est arrivé aux Anglais avant le Brexit. Ils ont fini de payer après le Brexit, tellement ils avaient une douloureuse qui leur avait imposée par la Commission européenne. Pourquoi? Parce qu'en fait, la TVA, c'est la 5e ressource financière des communautés européennes. Et donc, en réalité, une partie de la TVA qu'on paye en France, chaque fois qu'on achète quelque chose, il y a une petite partie qui est reversée à l'Europe pour le budget de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que la Cour des comptes européenne et que l'OLAF, l'Office antifraude européen, regarde ce qui se passe sur la fraude à la TVA, parce qu'en réalité, c'est une fraude qui impacte directement le budget de l'Union européenne, et c'est la raison pour laquelle ils ont créé ce fameux procureur européen, dont on parle éventuellement de l'extension des compétences. Mais à la base, le procureur européen, c'est le livre vert de 1997 sur la protection des intérêts financiers des communautés, la PIF, qui n'est pas un gadget, et c'était véritablement le cœur et c'est encore aujourd'hui le cœur de travail du procureur européen, c'est de lutter contre les détournements comme ça fiscaux qui portent une atteinte au budget de l'Union européenne. Les fraudes sur les droits de douane, les fraudes sur la TVA. Et donc, la première mesure que je prends, je vous dis, ces 2 premières mesures, l'AME, ça parle à tout le monde, et cette histoire très technique sur la TVA, qui parle à personne, mais c'est quelques milliards quand même qu'on peut éviter de perdre chaque année. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Plus après, mais c'est pas du législatif, c'est plutôt de l'organisationnel, peut-être un peu de réglementaire, de changer le paradigme de travail sur les grandes escroqueries à TVA, parce que dans les fraudes fiscales, c'est sur la TVA qu'on perd le plus, et c'est là qu'on peut gagner le plus, ou du moins éviter de perdre le plus d'argent. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut bosser. Et après, 1 mois plus tard, vous avez la loi de financement de la sécurité sociale. Et ben là, on travaille sur la fraude sociale à ce moment-là. Alors justement, l'AME, qu'est-ce qu'on fait? On la réforme ou vous voulez la supprimer? Ben, moi, je suis pour la simplicité, c'est-à-dire qu'en gros, je la supprime, parce que déjà, il y a l'affichage. C'est-à-dire qu'on supprime, mais on laisse pas crever les gens. Évidemment, on est en France, on est humain. Moi, je suis catholique, hein, je vais pas laisser crever quelqu'un la gueule ouverte par terre, c'est hors de question. Moi, j'aide mon prochain. Et donc, quand la personne elle est en situation de détresse, etc., on la prend en charge, on la soigne. Enfin, évidemment. Donc, ce serait une suppression pour la forme, mais en réalité une réforme. Non, ce serait une suppression budgétaire. Faut bien comprendre. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'AME. L'AME, c'est une ligne budgétaire. C'est pas une prestation sociale, c'est une ligne budgétaire qui est là et qui est votée à la loi de finances et pas à la loi de financement de la sécurité sociale pour prévoir les crédits qui vont servir à rembourser les hôpitaux ou les médecins qui prennent en charge un sans-papier. Bon. Et au début, dans l'AME, il y avait très peu de choses. Il y avait des soins à l'hôpital. Et après, ils ont étendu ça. Ils ont dévoyé le truc. L'AME, c'était le nom donné à la ligne budgétaire. Ça existait sous un autre nom avant 97, les soins, etc. Mais après, ils ont étendu le truc. Et en réalité, pourquoi ça a été le bin sur l'AME pendant des années? Parce que vous aviez les associations de lutte contre le sida, ACT UP et AID, pour pas les nommer, qui étaient vent debout contre toute réforme de l'AME. Alors moi, à l'époque où j'étais à la délégation à lutte contre la fraude à Bercy, je comprenais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre? C'est pas leur truc, quoi. Eux, ils sont là pour défendre les malades du sida. Pourquoi ils nous emmerdent sur l'AME et les sans-papiers? Et après, j'ai compris. J'ai compris quand il y a eu un rapport d'inspection générale des finances sur la structuration des coûts de l'AME. Et en fait, l'AME,
servait de ligne budgétaire pour la diplomatie médicale en France. C'est-à-dire qu'en fait, quand on avait des gens qui étaient dans les pays étrangers et qu'on se proposait de soigner parce qu'ils étaient atteints du sida, on les faisait venir en France, et c'est tout à l'honneur de la France, de soigner les gens qui ne pouvaient pas se faire soigner dans leur pays, qui allaient crever si on les soignait pas. Donc, on les accueillait, puis on leur donnait des médicaments, on les soignait, ils pouvaient repartir, etc. Mais là, ça coûte des sous quand même, ces médicaments-là. Donc, il fallait trouver une ligne budgétaire pour financer. Et donc, qu'a trouvé le gouvernement? L'AME. Et on s'est retrouvé à financer des actes de diplomatie médicale, qui à la rigueur auraient dû être sur le budget du ministère des Affaires étrangères. On les a retrouvés sur l'AME. Et puis, en faisant canard, en le disant pas aux gens. Et on pouvait le dire aux gens. Moi, j'aurais été même peut-être le premier à dire, bah oui, c'est normal, c'est l'honneur de la France, de la médecine française, de dire, on va aider les gens, on les laisse pas mourir dans leur pays, etc. On les aide à vivre d'ailleurs dans leur pays, quitte même à ce qu'on leur amène les médicaments sur place, etc. Ça me pose pas de problème. Mais qu'on le dise, et qu'on vote pour ça, et que ce soit une politique affichée, assumée. Non, on le planquait. Et l'autre grande partie, c'est-à-dire un quart du budget de l'AME à l'époque, ça c'était beaucoup plus embêtant, c'était la surfacturation des hôpitaux publics. L'assistance publique hôpitaux de Paris et l'assistance publique hôpitaux de Marseille principalement, qui en fait se servaient du budget de l'AME pour surfacturer les soins et se créer un supplément de budget, sans le dire. Alors je vous explique comment ça marchait. À l'époque, enfin même maintenant, quand vous êtes malade, vous arrivez à l'hôpital, vous avez un remboursement, ce qu'on appelle au tarif sécu, la T2A, tarification à l'activité. Par exemple, vous avez une appendicite. Vous arrivez à l'hôpital, on va vous soigner, on va vous opérer, on va vous donner des médicaments, il y a un forfait. Tout est compris, le lit, les médocs, l'opération, etc. Ça coûte, je sais pas, on va dire 2000 €. Ça, c'est si vous êtes au tarif sécu. Mais vous êtes un sans-papier, ou un étranger, etc. Et là, l'hôpital ne vous soigne pas au tarif sécu. Il va vous soigner à ce qu'on appelle le TJP, le tarif journalier de prestation. C'était comme ça à l'époque. Et ce TJP, qui était fixé librement par l'hôpital, était évidemment fixé à beaucoup plus cher. Par exemple, 3000 € au lieu de 2000, pour la même chose. Et donc, vous arriviez, Armand, français, il vient se faire soigner un appendicite, la Sécu paye 2000. Armando, arménien. Arménien. Hein, il arrive, il est à l'AME. Ah non, c'est 3000. Ah bah pourquoi qu'est-ce qu'elle a son appendicite, elle est plus grosse, machin. Non, c'est la même, hein. Mais c'est plus cher. Alors que c'est le même coût de l'autre côté pour l'hôpital, sauf que ça permettait de prendre un peu plus d'argent. Et donc à l'époque, on découvre ça. J'étais à la délégation à la lutte contre la fraude, j'étais à Bercy, et c'était l'époque où Bachelot, Roselyne Bachelot, ça remonte, hein, c'était sous Sarkozy, avait voulu faire passer une mesure qui taxait les familles sur les emplois d'aide aux familles à la maison, etc. Et donc elle voulait rajouter une taxe et tout. Et donc les députés UMP à l'époque gueulaient en disant, attendez, on n'a pas été élus pour ça, c'est notre électorat, les familles, on n'a pas été élus pour taxer les familles, donc on refuse. Et donc Bachelot s'énerve, ouais, vous avez qu'à me trouver 150 millions d'euros, ou 130 millions. Une recette de poche, mais qui correspondait à ce qu'elle voulait gratter. Bon, le député m'appelle et tout. Oh, putain, Charles, j'attends, bouge pas, t'occupe, je te trouve un truc. Et donc, j'avais ce fameux rapport d'inspection générale des finances. Et je leur écris un amendement en disant, bah voilà, tout le monde est remboursé au tarif sécu. Tout le monde pareil. On supprime les histoires de TJP pour l'AME. Je dis, voilà, et là, tu t'économises. À l'époque, ça devait être 130 ou 140 millions sur le budget de l'AME. C'est un rapport de l'IGF qui l'écrivait et tout. Alors, les députés, ils sont ravis. Ils disent, oh putain, c'est génial. Ils présentent le truc en séance. Voté à l'unanimité, hein, des communistes, à l'UMP, etc. Tout le monde trouve ça génial. Tout le monde se dit, bah ouais, c'est normal. On a la même maladie, ça coûte pareil, quoi. Donc on revient au truc normal. Bon, ok. Puis alors là, il y a le député qui avait présenté ça, c'était un député de Marseille, copain à qui j'avais filé le truc. Puis il m'appelle et il me dit, oh putain Charles, tu sais quoi? Oh, je me suis fait pourrir la gueule par le président, directeur des hôpitaux de Marseille. Pourquoi? Il m'a dit, oh putain enculé, tu sais combien tu veux toutes là, une dizaine de millions, salopard. Oh, il se fait pourrir. Ben ouais, le mec, il se faisait gratter, je sais pas combien de dizaines de millions sur son budget. Il était foudrage. Et à la PHP, pareil. Donc, on est à l'Assemblée, navette de la loi de finances vers le Sénat. Puis alors là, le gouvernement très courageux, parce que bien sûr, lobbying des hôpitaux auprès de la direction de la sécurité sociale du ministère, etc. Ouais, alors il faudrait peut-être revenir en arrière. Mais ils osent pas trop aller jusqu'au bout du truc. Donc, voilà, il faut passer ça par amendement, par parlementaire, hein. Et ça devient, le tarif, c'est plus égal, c'est temps vert par décret, dont les conditions seront définies par décret en Conseil d'État. Donc autant dire, on enterre la mesure et on la renvoie au calendrier grec. Finalement, au bout de quelques années, il y aura quand même une convergence des tarifs, mais il reste encore un petit surplus aujourd'hui pour le TJP. Mais voilà, et c'était ça l'explication du surcoût de l'AME, principalement. C'était un problème budgétaire, c'était une surfacturation des hôpitaux publics et la prise en compte, en réalité, sur ce budget-là, de mécanismes de diplomatie médicale.
Après, il y avait aussi une grosse fraude qui utilisait l'AME comme support, notamment pour les trafics de médicaments. Alors, on pourrait parler du trafic de Subutex, qui était utilisé par des gars à l'AME ou des gars à la SMU complémentaire, donc ça s'appelle la complémentaire solidaire santé. Et moi, je m'étais rendu compte, puisqu'à l'époque, quand j'ai été juge d'instruction à Créteil, j'avais instruit des dossiers sur le trafic de Subutex, notamment avec l'île Maurice, parce qu'il y avait un gros trafic de bubu avec l'île Maurice, puisqu'en France, c'est considéré comme un médicament, mais là-bas, c'est une drogue, et ça se vend très cher, les cachets, alors qu'on les a gratos, du coup, en France. Et à l'époque, on s'était rendu compte d'une chose, c'est que la moitié de la mise sur le marché de Subutex partait sur le marché noir. Puisqu'on savait combien on avait de bonhommes qui avaient des prescriptions médicales, des ordonnances pour avoir du Subutex. On connaissait la posologie, un cachet par jour. Et donc, on sait que voilà, il y avait, je sais plus, 90 000 ou 92 000 bonhommes. On fait fois 7, fois 52, ou fois 365, et on sait combien on doit mettre sur le marché de cachets. C'est basique, hein, un gamin de CM1, il comprend ça. Sauf qu'en fait, les labos et les pharmaciens, ils ont fourgué 2 fois plus. Donc, en gros, on avait la démonstration macro que la moitié de la mise sur le marché du médicament Subutex servait à alimenter les trafics internationaux de stupes. Et à tel point qu'on a été 2 fois alpagué par l'ONU, l'OIPC, l'organe international de contrôle, pas l'OIPC, l'OICS, pardon, l'organe international de contrôle des stupéfiants, l'OIPC c'est Interpol, de l'ONU, qui disait, bah, la France a arrêté vos conneries avec votre système, vous êtes la plaque tournante du trafic mondial de Subutex, vous alimentez toute la planète avec votre truc, bah, arrêtez. Et bon, on continue sur ce truc-là, donc c'est un peu, voilà, mais ça c'est les joies de l'AME. Alors, Ou du trafic de médicaments. Et ben justement, j'ai une question qui est un peu liée, puisque Témoin va produire un documentaire sur la cocaïne très prochainement qui s'appellera Blanche. Comment fait également la cocaïne pour passer aussi facilement les frontières françaises? Alors là, c'est pas par la pharmacie, hein. Non, ça passe comment? Ça passe par plein de voies. Soit vous avez les petits passeurs. Moi, j'en ai démontré des réseaux comme ça, où vous avez des grossistes, des grossistes, ou semi-gros, ouais, plutôt des grossistes, notamment aux Pays-Bas, hein. À l'époque, j'en avais chopé un à Maastricht. Je l'avais appelé Euromaster parce qu'il planquait la cam dans des roues de secours. Et toute l'Europe allait sourire chez lui et il filait des roues de secours à tout le monde avec la cam dedans. C'est souvent de l'héroïne, d'ailleurs, c'est pas de la cocaïne. J'avais appelé ça Euromaster parce que c'était drôle. On aimait bien donner des codes comme ça aux opérations. Mais la coque, elle rentre beaucoup par container. Elle rentre sur du container, donc fret commercial. Elle rentre, avant, elle rentrait aussi pas mal par des voiliers, donc vecteur maritime. En Europe, on n'a pas trop connu ça encore, même si on peut se douter que ça peut exister entre l'Afrique du Nord et l'Espagne. Mais sur l'Amérique du Sud, on a vu beaucoup, et entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, les sous-marins remorqués. Voilà. Donc des trucs complètement délirants, hein. Le vecteur africain, donc qui remonte par l'Afrique de l'Ouest, etc., là, commence à devenir un vecteur très très important depuis déjà plusieurs années. Parce qu'on s'imagine que la coque, elle arrive de Colombie, Amérique du Sud, etc. Ça arrive beaucoup du Mexique, ça arrive des Antilles, ça arrive effectivement d'Amérique du Sud, mais ça passe aussi beaucoup par l'Afrique maintenant. Et pas simplement le cannabis. Donc voilà, ça rentre, ça rentre sans problème. Puis vous savez, à partir du moment où vous avez un système de fret commercial où les ports européens se font une concurrence radicale et où un des facteurs clés de succès du port pour attirer du trafic et attirer des clients, c'est la vitesse de libération de la marchandise et des containers, les autorités douanières de chaque pays ont tendance à dire ok, on contrôle pas, on libère la marchandise comme ça assez facilement, simplement on contrôle papier, ciblage informatique, on fait des contrôles un peu à la demande ou au pif ou en ciblant. Il y en a qui vont vous dire data mining, intelligence artificielle, souvent c'est aussi un peu le flair ou l'info que vous avez, le renseignement. Utilisation des scanners, ce qu'on appelle le psychoscan en France, hein, que la douane française a sur plusieurs points. Donc voilà, on essaye un peu de travailler comme ça, mais évidemment que ça rentre. Évidemment que ça rentre, parce que vous ne faites pas du 100% de contrôle. Parce que si vous faisiez du 100% de contrôle, vous thrombosez le commerce international. Donc vous pétez tout et ça peut pas marcher. Parce que de toute manière, si vous vous mettez à faire ça, vous aurez un détournement de trafic immédiat sur Anvers ou sur Rotterdam et Le Havre, voilà. Ou alors ça ira à Gênes plutôt qu'à Marseille ou à Barcelone. Donc et ça rentrera. Donc voilà. Après, ça rentre aussi facilement parce qu'il y a de la corruption. Et on a vu plusieurs affaires où vous avez des policiers à Roissy qui se faisaient choper. Souvent, c'était les adjoints de sécurité, etc. Donc ça arrive, hein, parce que ça brasse quand même beaucoup d'argent, toutes ces histoires-là. Donc voilà. Donc oui, ça rentre malheureusement assez facilement. Mais pourquoi ça rentre? Parce que c'est consommé. Donc c'est encore une fois, si vous arrêtez de consommer de la coco,
Et si les gens arrêtent de se la foutre dans le pif, bah, il y aura moins de marché et donc il y aura moins de gars qui iront faire rentrer de la coco pour que des tas de petits bonhommes ou de nanas se la mettent dans le pif, quoi. Charles Prats, la soirée va bientôt démarrer, donc Ouais. on va conclure. Moi, j'aurais juste une dernière question pour vous. Il y a un ministère qui existe, qui est le ministère de l'Action et des Comptes Publics. Mmh. Et j'aimerais forcément vous poser cette fameuse question, Charles Prats. C'est un beau ministère, Ouais. Mais moi, j'appellerais ministère des Finances. mais il vous plairait? Bah, évidemment. Mais vous savez, il faudrait être fou pour refuser le ministère des Finances. Mais en plus, j'en viens à la base. Je suis, avant d'être magistrat, j'étais douanier, fils de douanier, neveu de douanier, mon petit cousin est douanier. Voilà, je suis quand même une famille à bande rouge, comme on dit. Mais c'est pas le moteur de mon engagement. Vous savez, un des moteurs de l'engagement, et je conclurai là-dessus, là en 2024, en juin 2024 sur les législatives, c'est le danger pour le pays. Et on a parlé du danger financier, mais il y a aussi un danger politique qui est devant nous le 30 juin et le 7 juillet. C'est le danger de l'extrême gauche, vous savez, avec cette alliance, ce qu'ils appellent le nouveau Front populaire, où Blum doit se retourner dans sa tombe quand on voit les antisémites et les extrémistes qui sont là-dedans. Et vous voyez, il y a ici, ça c'est la revue de l'Uni avec Solidarité. Moi, j'ai envie de me mettre un petit peu aussi sous le patronage de Solidarité, parce que les gens d'extrême gauche, de ce nouveau Front populaire qu'on a entre nous, ils me font furieusement penser au danger des extrémistes de gauche. Ils me rappellent furieusement Lénine, ils me rappellent furieusement Trotsky, ils me rappellent furieusement l'armée rouge en 18, 19, 20. Il me rappelle furieusement Staline, qui en est l'héritier direct. Il me rappelle furieusement les goulags que Solzhenitsyn a connus, a dénoncés. Et moi, j'ai peur, ça peut vous sembler complètement fou, mais moi j'ai peur de ça. J'ai peur de l'arrivée au pouvoir de cette extrême gauche, parce que ça se passera pas bien. Et encore une fois, je vous le dis, entre l'Italie de Giorgia Meloni et le Venezuela du gauche-AS, moi j'ai choisi. Voilà. Et je ne veux pas, pour mon pays, de l'extrême gauche au pouvoir, parce que ce sera terrible. Et là, on a un vrai danger fasciste avec les bolcheviks. On sait comment ça s'est passé dans tous les pays où ils sont arrivés au pouvoir. Dans tous les pays, ça s'est passé pareil. Même le Venezuela, regardez, encore aujourd'hui. On dit oui, Trotsky, l'armée rouge, qui a quand même perfectionné les camps de concentration inventés par les Anglais à l'époque en Afrique du Sud. C'est quand même Trotsky qui a bien mis ça, et puis Hitler, ça fait que ça a inspiré de ce qu'ont fait les trotskistes. Et puis Staline, et puis Mao, Pol Pot. À chaque fois, ça s'est très très mal terminé pour les libertés publiques, pour les libertés individuelles, pour le droit de propriété et pour la vie des gens tout court, parce que c'est quand même des gens qui ont massacré combien de dizaines de millions de personnes au cours du XXe siècle, centaines de millions de morts. Et donc là, en face de nous, on a quand même les héritiers politiques de tout ça. Alors je dis pas que c'est tous des assassins. Il y a des gens très sympas là-dedans, qui d'ailleurs se rendent même pas compte de l'histoire politique dont ils sont les héritiers, dont certains qui sont autour d'eux se réclament. Mais bon, quand vous voyez les héritiers français de la 4e internationale, c'est-à-dire directement des trotskistes, rejoindre ce nouveau Front populaire, vous avez quand même sérieusement peur. Voilà. Et moi, je les ai pratiqués, ces gens-là, dans les universités et sur le terrain depuis maintenant plus de 35 ans. Je sais exactement à quoi m'en tenir et j'attire l'attention de nos concitoyens. Il faut faire barrage à ces gens-là. C'est-à-dire tout sauf le Front populaire de gauche, la NUPES, les gauchistes. Ces gens, ce sont des dangers publics. Attention à vos libertés. Attention à vos libertés. Attention à vos libertés. Ces gens-là sont dangereux, sectaires, et ils ne s'en cachent même pas. Charles Prats, merci encore. Okay. Et puis une très belle soirée. Merci.